La nature, un si petit mot pour une telle diversité. Arbres, plantes, fleurs, tout s'y mélange et pourtant chacun y trouve sa place. Un semblant de chaos si bien ordonné. Le règne végétal nous entoure et pourtant nous le connaissons si peu. Laissez-moi vous présenter son véritable potentiel. Les découvertes et leurs applications sont bouleversantes. Suivez-moi et embarquez dans les coulisses de notre monde. Si l'intelligence des végétaux n'est pas une chose acquise, elle a pourtant été étudiée depuis plus de 200 ans. Posons déjà la base de ce qu'est une intelligence afin que cette notion soit comprise et validée. L'intelligence est l'ensemble des processus plus ou moins complexes qui sont présents dans un système, vivant ou non, et qui permettent à ce système d'apprendre, de comprendre ou de s'adapter à de nouvelles situations. Les principales caractéristiques d'un système intelligent sont la perception. Un système intelligent crée une représentation du monde pour interagir avec un environnement spécifique et effectuer des tâches. Et le contrôle des actions. Un système intelligent peut effectuer des actions ou interrompre des actions pour atteindre un objectif. Ainsi, pour qu'un végétal prétende détenir une intelligence, il lui faudrait un système de transmission de messages, afin d'avoir cette perception de son extérieur et de pouvoir agir dans un but précis. À la fin du XVIIIe siècle, plusieurs scientifiques, dont l'allemand Alexander Humboldt, ont mis en évidence des similarités de nature bioélectrique entre les végétaux et les animaux. Et au XIXe siècle, le physicien indien Sir Jagadish Chandra Bose, 7e plus grand Bengali de tous les temps, a démontré l'existence de potentiels d'action chez les végétaux, c'est-à-dire une transmission de messages sous forme de signaux électriques. C'est la découverte de ce qui pourrait s'apparenter à un système nerveux végétal. Malheureusement, toutes les études scientifiques autour de cette intelligence des végétaux ont été stoppées au XXe siècle suite à la découverte des hormones végétales, les substances biologiques qui régulent la croissance et le développement des plantes. Le raccourci a été fait entre les hormones et le fonctionnement d'un végétal, laissant de côté une possible intelligence d'action. Il faudra attendre 1966 pour qu'un spécialiste des interrogatoires de la CIA, Clive Baxter, réhabilite cette notion d'intelligence végétale. Créateur du polygraphe, ou détecteur de mensonges, Clive Baxter y a branché sa plante et le tracé du graphique a changé sa vie. La plante a eu une réponse électrique à plusieurs expériences. Lors d'un arrosage, lors d'une pensée destructrice envers elle-même, lors d'une action destructrice envers d'autres êtres vivants, et même pour reconnaître l'identité d'une personne ayant croisé son chemin. Je vous invite à lire le livre de Clive Baxter, vous y découvrirez des expériences extraordinaires qui vous feront voir les plantes différemment. Ce qu'il en résulte, c'est que le végétal a une réaction bioélectrique à ce qui l'entoure. Clive Baxter a mis en évidence le fait que le végétal capte tout de son environnement. Les intentions, les émotions, les identités. Mais comment un végétal fait-il pour percevoir toutes ces informations alors qu'il n'a pas le sens de la vue, ni de l'ouïe? Et comment fait-il pour réagir à ces informations alors qu'il n'a pas de cerveau? La science a prouvé que le végétal n'est pas comme l'animal ou l'humain, où le système neuronal est centralisé dans un cerveau. Ce qui s'apparenterait au système neuronal chez un végétal est généralisé dans ses racines. Il se pourrait même que la plante au complet contienne ce que l'on pourrait associer à un système neuronal. Les recherches continuent pour comprendre le fonctionnement du végétal et son système de transmission nerveuse, sa phytoneurologie. Pour ce qui est de la perception de son environnement, le végétal perçoit les vibrations émises par ce qui l'entoure, les intentions, les émotions et les identités. On pourrait alors se demander comment les vibrations sont-elles réceptionnées par le végétal. Les travaux du professeur Gerald Pollack supposeraient que ce soit par l'eau, mais pas n'importe quelle eau. L'eau interfaciale structurée, le 4e état de l'eau. Mais en quoi cette eau est-elle particulière ? Le professeur Pollack a mis en évidence le fait que l'eau interfaciale possède une structure hexagonale qui entraîne l'apparition d'une polarisation de charge, ou plus simplement dit, un effet de pile. La structure cohérente de cette eau pourrait aussi constituer un vecteur de transmission de l'information. Elle fonctionnerait comme les composants d'un stockage numérique, tout en ayant cette capacité d'être en mouvement.
L'eau serait ici un vecteur de transmission et de stockage dynamique. Et cet effet de pile, entraîné par la structure hexagonale, eh bien, c'est tout simplement un courant électrique. Le courant électrique induit par la structure de l'eau interfaciale fait partie de l'ensemble de la bioélectricité de la plante, captée par le polygraphe ou tout autre appareil. Résumons le processus sensitif d'une plante. Chaque acteur de l'environnement d'une plante émettrait des vibrations, qu'elles soient sonores, lumineuses, électromagnétiques. L'eau interfaciale du végétal se structurerait lors de la réception de ces vibrations pour délivrer ou stocker cette information. La plante réagirait alors bioélectriquement en fonction de ces informations, ce qui, dans le cas de Cliff Baxter, se traduit par le déplacement du stylo du polygraphe. Les végétaux ne peuvent pas voir ni se déplacer. Ainsi, ont-ils développé des techniques imparables pour s'adapter au monde. Ils font preuve d'intelligence à bien des niveaux. En plus de ressentir ce qu'il est, le végétal a aussi connaissance de tout ce qui l'entoure. Il est capable d'avoir une réponse bioélectrique à tout ce qu'il capte de son environnement. Éloignons-nous quelque peu des plantes et allons voir le parcours scientifique autour du vivant. Joel Sternheimer était un physicien théoricien passionné des particules élémentaires. Il était aussi musicien et c'est en alliant musique et physique qu'il a découvert la génodique. La physique montre que tout élément est à la fois onde et corpuscule. À toute masse est associée une fréquence. Pour Einstein, l'énergie est liée à la masse. Pour Planck, l'énergie est liée à la fréquence. De Broglie relie ces deux relations et dit que la masse est liée à la fréquence. Joel Sternheimer, étant un élève de Louis de Broglie, a utilisé cette relation dans ses recherches. Il a étudié les fréquences des acides aminés et des protéines. Mais qu'est-ce qu'un acide aminé ? Qu'est-ce qu'une protéine ? Et à quoi ça sert ? Un acide aminé est un composant d'une protéine, comme une perle dans un collier. Et comment une protéine est-elle synthétisée ? L'ARN messager, issu de l'ADN, se fixe sur un ribosome pour être lu. Les ARN de transfert véhiculent les acides aminés jusqu'au ribosome afin qu'ils s'assemblent dans l'ordre voulu par l'ARN messager. La protéine se forme alors par l'assemblage des acides aminés. Les fonctions des protéines dans un organisme vivant sont diverses. Elles peuvent être des matériaux de structure, comme le collagène, la kératine, l'élastine, la spectine. Pour la régulation du pH, comme l'albumine. Pour les mouvements, comme l'actine et la myosine. Le transport des molécules, comme l'hémoglobine, les lipoprotéines. Pour l'immunité, comme les anticorps. La régulation du métabolisme par les hormones. La catalyse par les enzymes ou la gestion des protéines par les protéines chaperons. En clair, les protéines sont les acteurs du bon fonctionnement de tout organisme vivant. Pas de protéines, pas de vie. Alors revenons à Joel Sternheimer et aux fréquences des acides aminés. Chaque acide aminé ayant une masse, il a aussi une fréquence. Par un savant calcul, Joel Sternheimer transpose ces fréquences inaudibles en notes de musique. Chaque protéine ayant une combinaison unique d'acides aminés, elle a donc sa combinaison unique de notes de musique. Par une transposition de 76 octaves pour atteindre la gamme audible, selon les lois de l'harmonie musicale, on obtient une mélodie. Joel Sternheimer a donc créé les mélodies des protéines. Il les nomme les protéodies. Une protéodie est donc la forme sonore liée à une protéine. Avoir une protéine sous forme sonore est intéressant, me direz-vous. Mais en quoi cela nous est utile ? Joel Sternheimer a montré que par des effets de résonance, une protéodie est capable d'interagir avec la synthèse de sa protéine correspondante. Cela veut dire qu'un organisme vivant qui écoute une protéodie voit la synthèse de la protéine correspondante impactée, soit par une activation, soit par une inhibition. Mais comment cela est-ce possible ? Joel Sternheimer s'est rendu compte que l'assemblage des acides aminés, lors de la conception d'une chaîne protéique, crée une onde. Il nomme cette onde une onde d'échelle. Pour lui, cette onde d'échelle serait l'information de la synthèse en cours de la protéine. Ces ondes d'échelle se doivent d'entrer en résonance avec leur organisme pour y être intégrées, car il est évident qu'elles interagissent avec toutes les autres informations de cet organisme.
Ce serait un signal émis qui s'ajouterait à un ensemble de signaux formant un tout. En clair, c'est comme si l'acide aminé avisait l'ensemble de l'organisme vivant auquel il appartient qu'il est en train de s'accrocher pour fabriquer une protéine particulière. Il émet une information qui doit être véhiculée à l'ensemble de l'organisme pour être prise en compte. Et nous avons vu que l'eau pourrait être un candidat parfait pour cette action physique de transfert d'informations. Lorsqu'une protéodie est émise par un système sonore, l'eau interfaciale du corps de l'organisme vivant s'informerait de ces ondes d'échelle. Il en résulte l'activation ou l'inhibition de la synthèse de la protéine correspondante. Le procédé génodique de Joel Sternheimer est un procédé de régulation épigénétique de la biosynthèse des protéines par résonance d'échelle. Sans bricoler le génome, on est capable d'interagir avec la synthèse d'une protéine, en l'activant ou en l'inhibant. Et cela juste en écoutant la mélodie de cette protéine, sa protéodie. La société Genodix met en application le procédé génodique de Joel Sternheimer. Fondée en 2008, elle a pour but d'apporter des solutions innovantes aux agriculteurs et éleveurs pour favoriser la croissance de leur production et lutter contre les maladies. Lorsqu'un dysfonctionnement est avéré au sein d'une culture, la société Genodix crée la suite musicale qui va la réharmoniser. Il suffit ensuite de faire écouter cette musique de protéines pour rétablir l'équilibre. Et comment cela fonctionne ? Avec une P-Box, une Proteody Box. C'est une enceinte autonome, pilotée à distance, qui délivre des protéodies désirées selon les besoins des cultures, et cela 5 minutes, 2 à 3 fois par jour. Les actions des protéodies sont avérées sur la croissance des végétaux, leur adaptation aux fluctuations environnementales et leur résistance aux maladies. Les processus biologiques sont soit stimulés pour les métabolismes, soit renforcés pour les défenses naturelles, soit réduits pour les agents pathogènes. Nous avons là une véritable innovation dans la gestion de l'agriculture. Les actions sont ciblées, sans intrants de synthèse et surtout sans dénaturer le vivant. Le végétal devient plus résistant et l'organisme pathogène moins virulent. Le procédé génodique apporte un équilibre au sein du vivant et permet à tous les organismes de coexister en harmonie. Les expériences ont aussi démontré que l'ensemble des participants à l'écoute d'une protéodie ont leur part au bon déroulement du processus. On en revient aux ondes d'échelle, n'est-ce pas ? Les plantes, les organismes pathogènes, les agriculteurs se doivent d'être informés car ils représentent l'ensemble du processus. Plus les actions respectent l'ensemble du vivant impacté par l'écoute d'une protéodie, plus le processus de rééquilibrage d'une culture est couronné de succès. Voilà pourquoi le procédé génodique n'intervient qu'à dose nécessaire de quelques minutes par jour afin d'arriver au résultat souhaité, car tout surdosage lui serait néfaste. C'est en cela que ce procédé est innovant pour le secteur de l'agriculture. Genodix apporte un équilibre où chaque être vivant coexiste en harmonie, où chacun a sa place en respectant l'intégrité de l'ensemble dont il dépend. Il n'y a pas de destruction, juste un ensemble qui régule son équilibre pour le bien de tous. On pourrait alors se questionner. Les vibrations faisant partie intégrante de notre monde, sommes-nous les seuls à les utiliser ? Avons-nous vraiment créé les protéodies ? Retournons maintenant à nos végétaux et allons voir leur potentiel sur le vivant. La société Music of the Plants a mis au point des appareils permettant de transcoder les signaux bioélectriques des plantes en sons. Cela permet d'avoir un constat auditif à l'aide de musique plutôt qu'un constat visuel à l'aide du tracé du polygraphe de l'activité électrique d'un végétal. Branché par une électrode dans le sol et une pince dans les feuilles, le végétal va délivrer une mélodie qui, d'un point de vue musical, n'a que des harmonies. Les musiques des plantes sont tellement mélodieuses que certains musiciens ont créé des concerts botaniques où le végétal prend toute sa place dans l'orchestre. Ces concerts sont des improvisations où la plante compose et accompagne. La société Genodix s'est intéressée aux mélodies des plantes, puisqu'elle travaille sur les mélodies des protéines. Des expériences ont été menées, et devinez ce qui était mis à jour parmi les musiques végétales ? Des segments de protéines.
À certains moments de sa mélodie, ce que délivre la plante quand elle est branchée à un boîtier musical ressemble à des fragments de protéodie. Qui plus est, des protéodies qui font sens avec les dysfonctionnements avérés de son environnement. Les expériences menées par Genodix montrent que les segments de protéines envoyés par la plante parmi sa bioélectricité correspondent à la problématique du sujet se trouvant à ses côtés. Nous avons vu que le végétal a connaissance de ce qu'il est, de ce qui l'entoure, et maintenant les expérimentations montrent que le végétal émet des variations de potentiel électrique qui influencent l'épigénétique de son environnement. Finalement, le végétal a beaucoup à nous apprendre des vibrations. Il est capable de scanner son environnement, de déterminer s'il y a un déséquilibre et d'envoyer parmi sa bioélectricité un segment de protéines pour rétablir l'harmonie de cet environnement. Imaginez le potentiel d'un jardin, d'un parc ou d'une forêt. Lorsque l'ensemble est respecté, chacun y a sa place. Tous les végétaux ont cette particularité, mais pas seulement. Les oiseaux l'ont aussi. Leur chant contient des éléments pour déployer l'activation ou l'inhibition de la synthèse des protéines. De même, parmi les ondes émises par les cétacés, il a été retrouvé des éléments pour déployer la synthèse des protéines. Et plus improbable encore, les musiques composées par l'humain contiennent des segments de protéines. Par exemple, dans la Marseillaise, nous retrouvons la protéine de la coagulation du sang. Dans le Printemps de Vivaldi, la protéine de la croissance des cellules, ce qui est assez pertinent à cette période de l'année. Le monde qui nous entoure a plus de ressources qu'il n'y paraît. Et les ondes sonores, qu'elles soient audibles ou non, sont au cœur des mécanismes d'interaction entre les différentes espèces vivantes. Interactions qui se font dans le respect de l'ensemble dont elles font partie. Concernant la musique végétale issue des boîtiers transcodeurs, d'après le musiniériste Jean Toby, plus une plante est ancienne en termes d'évolution sur Terre, plus sa tessiture sonore est riche et étendue. Les fougères ont 450 millions d'années d'existence, ce qui en fait un végétal capable de délivrer tous les sons, donc potentiellement tous les segments de protéodie qui interagissent avec les protéines. Et le végétal pourrait nous envoyer bien d'autres informations, car il est prouvé que les plantes émettent par elles-mêmes des ultrasons et des fréquences lumineuses. Ce qui est certain, c'est que les expérimentations montrent que les mélodies, issues d'un boîtier branché sur une fougère, agissent sur les dysfonctionnements des acteurs de son environnement. La nature aurait sa musicothérapie. La fougère a fait ses preuves sur les végétaux, les animaux et les humains. Placer une fougère au cœur d'une culture ayant un dysfonctionnement, elle va scanner les végétaux et leur envoyer parmi sa musique un segment de mélodie biocompatible pour rétablir l'équilibre. D'après les observations de Jean Toby, les végétaux soumis à une musicothérapie botanique sont plus résistants aux organismes pathogènes, tels les virus ou les champignons. Ils ont une meilleure croissance, une meilleure floraison et un rendement plus important. Et ce sont des cultures qui supportent mieux les aléas environnementaux. De même, une fougère placée à côté d'un animal va délivrer, par l'intermédiaire d'un boîtier transcodeur, une mélodie biocompatible afin que l'animal puisse régler les problématiques qu'il rencontre, que ce soit au niveau moléculaire comme à d'autres niveaux. Des expérimentations couronnées de succès ont été menées avec des chevaux en Suisse, sous la direction de François Daubé. Il en va de même pour nous, les humains. Que notre difficulté soit physique, émotionnelle ou mentale, la fougère nous scanne et nous délivre, par l'intermédiaire d'un boîtier transcodeur, des segments de mélodies biocompatibles qui vont rétablir notre équilibre. Cette thérapie sonore par les musiques issues des végétaux est une approche complètement novatrice. Elle découle de données scientifiques validées depuis plusieurs années. Les variations de potentiel électrique des végétaux, transcodées en musique par les boîtiers, ont une action directe sur l'épigénétique des organismes vivants. Et cela surtout quand les actions sont en faveur de l'équilibre de l'ensemble concerné. Et puis une question s'est immiscée dans toutes ces découvertes. Si la musique issue des végétaux informe l'eau interfaciale, cette eau cohérente qui entoure les cellules vivantes, cette musique peut-elle informer l'eau dont les êtres vivants se nourrissent ? Informer l'eau pour faire passer un message équilibrant sous forme de mélodie biocompatible ? C'est là que la musicothérapie botanique rejoint les découvertes sur la biodynamisation de l'eau.
Les divers travaux menés par le médecin Jacques Bedvenist, le professeur Luc Montagnier et le professeur Marc-Henri ont mis en évidence la fonction de l'eau comme véhicule d'information. Or, l'eau est très utilisée dans le domaine agricole. Il est donc facile de faire passer une information lors d'un arrosage ou d'une pulvérisation. Il fallait donc produire un appareil capable d'informer de l'eau. Le biodynamiseur botanique de Gaujac a été conçu dans ce but. Cet appareil a plusieurs caractéristiques. Il biodynamise l'eau d'un bocal par électrovibration, en informant l'eau d'oligo-éléments et en informant l'eau de musique de fougère par une LED. À l'heure actuelle, des essais sont en cours pour intégrer des protéodies dans le biodynamiseur botanique de Gaujac. L'eau issue de ce biodynamiseur botanique peut être diluée autant dans un pulvérisateur de 15 litres que dans une cuve de 10 000 litres. Car ici, nous parlons d'informations qui se multiplient et non de molécules qui se diluent. Ainsi, par une simple irrigation ou pulvérisation, nous apportons les réponses voulues aux problématiques d'une culture, et cela sans intrants chimiques. Le choix des oligo-éléments se fait selon le terrain, les saisons, et la musique de la fougère est une musique universelle qui régule les problématiques classiques. Lors de dysfonctionnements plus ciblés, il sera alors préconisé de placer une fougère dans la culture concernée et d'enregistrer sa musique lorsqu'elle est branchée à un boîtier transcodeur. Ainsi, cette musique pourrait être diffusée par la LED du biodynamiseur et informer l'eau pour une réponse plus appropriée aux dysfonctionnements rencontrés. C'est un changement radical dans la gestion de l'agriculture. Quel que soit l'équilibre à apporter, chaque traitement pourrait se faire par l'eau. Pour conclure, nous pouvons dire que les végétaux ont des capacités hors du commun. Ce sont des organismes connectés aux vibrations du monde. Ils sont capables de déterminer ce qu'ils sont, ce qui se trouve dans leur environnement, de déceler des disharmonies et d'y apporter une réponse bioélectrique appropriée. La diversité végétale est le meilleur atout pour pallier tous les déséquilibres. Chaque végétal ayant une réponse spécifique pour chaque dysfonctionnement rencontré. Le règne végétal est ici présenté comme un équilibrant universel. Son intelligence adaptative ne fait aucun doute et ses capacités harmonisantes envers son environnement sont indéniables.